Bonjour à tous. Donc l'accord de Paris et la dynamique initiée lors de la COP21 marquent un basculement inéluctable de l'économie mondiale et de nos sociétés. Et l'implication de la société civile et des entreprises a été décisive dans l'obtention de l'accord et elle le sera également dans sa mise en œuvre. Donc pour pouvoir échanger sur ce sujet, nous avons donc en ouverture Jean-Pierre Cordier qui est vice-président du Global Compact France. Puis nous aurons Brice Lalonde qui nous présentera son analyse, conseiller spécial des Nations Unies du Global Compact des Nations Unies qui nous présentera son analyse, et Lila Karbassi, qui est la directrice environnement et climat du programme des Nations Unies. Donc, Jean-Pierre Cordier, est-ce que vous pouvez nous introduire cette conférence? Donc, comme vous le savez, le Global Compact a été très impliqué dans la COP 21. Je vais vous dire deux mots du Global Compact. Je suppose que la plupart des participants connaissent le Global Compact. Donc, une initiative lancée en 2000 par Kofi Annan. C'est une plateforme d'échange et d'action collective. Et on peut dire que c'est la plus large initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Donc, elle rassemble des entreprises, des organismes des Nations Unies et des participants de la société civile. En France, nous avons un peu plus de 1100 participants, dont 1023 entreprises. Et nous avons 130 organisations. Nos activités pour la COP 21 ont été de travailler évidemment dans la modeste mesure de nos moyens à obtenir un accord contraignant, universel et ambitieux. Alors Brice commentera ces trois adjectifs qui ne sont peut-être pas tout à fait exacts dans l'après COP 21. Nous avions un stand et sur ce stand qui était dans un espace baptisé Génération Climat, qui a reçu pendant la COP environ 90 000 visiteurs. Donc nous étions bien placés, nous avons eu une bonne visibilité. Nous avons organisé 35 événements, des conférences essentiellement. 32 membres du Global Compact France sont intervenus pendant cette COP 21 et nous avions invité tous les réseaux locaux mondiaux et nous avons eu la participation d'environ 25 réseaux locaux. Donc voilà, en deux mots, j'ai trouvé à titre personnel que c'était très bien organisé par l'organisation générale de la COP 21, que ça a été une bonne occasion pour nous de nous impliquer et à la fois de montrer tout notre engagement, mais également le savoir-faire de certains nombres de nos membres. Donc voilà pour ces généralités du début. Et là, maintenant, je passe la parole à Brice Lalonde, qui saura beaucoup mieux que moi, évidemment, tirer les conclusions ou les enseignements de cet accord de Paris. Merci, oui, bonjour à tous. En effet, c'était remarquablement bien organisé et il faut tirer son chapeau au Quai d'Orsay et au ministre Fabius pour la conduite de cette conférence. C'est un tour de force de mettre d'accord 190 pays. Ce qu'il y a à mon avis, de neuf dans l'accord de Paris, d'abord, c'est la présence des chefs d'État au début. Tous les chefs d'État sont venus, notamment c'était après ces horribles attentats. Donc, il y a eu aussi une expression de solidarité envers la France. Mais la présence des chefs d'État était importante parce que ça veut dire que maintenant, au plus haut niveau, tous les gouvernements du monde étaient d'accord pour faire quelque chose. Donc, c'est un accord qui est, à la différence de ce que l'on voulait naguère, il est bottom-up, il part d'en bas, c'est-à-dire qu'il fait la collection de l'ensemble des programmes nationaux. Il insiste davantage sur l'adaptation, ce qui est un phénomène un peu plus neuf. De plus en plus, on va s'attacher à définir les conditions de l'adaptation et comment est-ce qu'on peut aider. Et un phénomène aussi très nouveau, il n'y a pas de liste différenciant les pays en développement des pays développés, parce que c'est cette liste, au fond, les annexes de la convention cadre qui avait empoisonné la négociation jusqu'à présent. Alors, rien de neuf dans l'objectif final, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas 2 degrés Celsius si possible à la fin du siècle. On ajoute qu'on va essayer même de ne pas dépasser 1,5 degrés Celsius. Mais ce qu'il y a de neuf, c'est la précision en termes de gigatonnes. Ça, c'est la première fois que je vois ça dans un accord. L'accord dit il ne faudrait pas dépasser 40 gigatonnes d'émissions en 2030. Or, pour l'instant, malheureusement, il y a un gap, il y a un écart, puisque nous sommes plutôt sur une pente à 55 gigatonnes, donc on est au-dessus des 2 degrés Celsius.
Et ça, c'est la première fois qu'il y a des chiffres de ce genre-là. Ça, c'est important. Donc, ça donne le budget carbone. Il n'y a rien de contraignant là-dedans, mais au moins, ça donne cette indication. Et il y a une phrase tout à fait remarquable aussi, dont certains observateurs disent, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris ce qu'ils avaient signé? Il y a une phrase qui dit, dans l'accord lui-même, il faut équilibrer, selon la science, les émissions d'origine humaine avec les puits dans la seconde partie du siècle. Ça veut dire zéro émission, ou en tous les cas, zéro tonnage de gaz carbonique d'origine humaine dans l'atmosphère, si ce n'est pas équilibré en tous les cas par un puits. Donc ça, c'est une phrase extrêmement ambitieuse en tous les cas. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a réellement dans l'accord lui-même? Qu'est-ce qui est contraignant? Qu'est-ce qui est obligatoire, etc. En fait, il n'y a que deux choses d'absolument obligatoires. Hein. Il n'y a que deux choses qui sont actées dans l'accord. La première chose, c'est que tous les pays doivent avoir un programme, donc ce qu'on appelle les INDC, un programme national d'action à la fois de mitigation et à la fois d'adaptation dans leur... Et ils doivent aider les pays en développement. Donc, si vous voulez, dans leurs programmes nationaux, les États doivent dire à la fois comment ils s'adaptent, comment ils réduisent et puis comment ils aident. Et puis, ils doivent, tous les 5 ans, mettre à jour, en les renforçant, update, toujours mieux. On ne peut pas aller vers le moins, il faut toujours qu'on aille vers le plus. Tous les 5 ans, il faut améliorer son INDC, son programme national. Ça, c'est acté, et c'est à peu près tout ce qui est absolument obligatoire. Mais, bien entendu, il y a autre chose dans cet accord. L'accord crée un groupe de travail. Vous me direz, créer un groupe de travail. Bon, enfin, ce groupe de travail, il a un mandat de négociation. Donc, l'accord donne un mandat au groupe de travail qui dit, voilà, d'ici à 2020, il faut que vous vous mettiez d'accord sur ce que l'on met dans les programmes nationaux. C'est quoi dans les INDC? Il faut standardiser tout ça, il faut se mettre d'accord sur la comparaison entre eux, il faut que ce soit la même date de départ, et donc progressivement, il faut qu'on s'arrange au deuxième INDC, au deuxième dépôt pour que tout parte à peu près au même moment, etc. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on met dans les INDC? Et on demande au groupe de travail de négocier ça d'ici à 2020. Et puis, deuxième chose très, très importante, il faut définir la transparence. Et l'accord de Paris dit on met en place un cadre pour la transparence, c'est-à-dire que à la fois les pays doivent dire ce qu'ils émettent, hein, régulièrement, dire ce qu'ils vont faire comme programme, dire ce qu'ils vont faire comme aide financière. Enfin, comment est-ce qu'on va organiser cette transparence de sorte que tous les pays sachent ce qu'un pays fait sans que cela puisse violer la souveraineté nationale. Donc c'est une négociation qui ne sera pas simple, mais qui est évidemment indispensable pour que la confiance règne, pour qu'on sache ce que chacun fait. Et enfin, le troisième mandat, c'est il faut mettre en place un mécanisme de coopération, et ça c'est en quelque sorte une révision ou une mise à jour de ce qu'on appelait le mécanisme de développement propre, par lequel des États ou des entreprises dans ces États pouvaient s'acquitter de leurs obligations en investissant dans un pays en développement. Donc ça, trouvez-nous quelque chose, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les négociateurs, d'ici à 2020. Donc voilà, ça c'est donc les choses qui sont très nettes, très importantes, très claires. Ensuite, c'est un peu plus flou, c'est-à-dire que l'adaptation, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, on demande de mettre en place du travail pour l'adaptation, sur les déplacés, sur les pertes et dommages, les mécanismes d'assurance, etc. Tout en disant bien qu'attention, il n'y a pas de responsabilité. Hein, c'est vraiment, on essaie de voir comment on peut faire. Donc, ça, c'est des mandats de recherche et de travail qui sont un peu plus flous, un peu plus compliqués. Et évidemment, il faut se mettre d'accord sur les 100 milliards. Et notamment sur aller au-delà de 100 milliards à partir de 2025, il y a un certain nombre de dates de rendez-vous sur tout ça. Bon, voilà. Alors, ça, c'est absolument, c'est l'accord multilatéral. Et puis, il y a des choses quand même un peu nouvelles. Un bilan global de la Convention aura lieu tous les 5 ans à partir de 2023. Où est-ce qu'on en est? Il y a un mécanisme original pour vérifier que les choses fonctionnent bien, des experts. Donc, des experts seront chargés de faire des rapports en disant voilà où on en est de l'application des engagements de tous. Donc ça, c'est aussi très important. Ça, c'est neuf. Hein. Ça, c'est très important. Et puis, ça, c'est la convention, c'est 2020. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait d'ici à 2020? Et alors là, il y a quelque chose aussi de très intéressant qui est neuf, c'est, eh bien, l'accord de Paris propose un certain nombre d'actions d'ici à 2020 et notamment essaye de faire participer tous les acteurs non étatiques beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est vraiment ce que les entreprises attendent, ce que les collectivités locales attendent, les ONG, etc. Donc ça, ça peut tomber dans le rituel bureaucratique, mais ça peut y échapper. C'est-à-dire que là, c'est un peu à nous tous de faire en sorte d'aider en quelque sorte le processus, d'appliquer l'accord de Paris.
il y a un processus inédit, un process comme on dit. Donc on va essayer de travailler régulièrement d'abord dans des discussions techniques sur la mitigation, dans des discussions techniques sur l'adaptation, en incluant des experts qui ne sont pas forcément des membres de délégations nationales. Donc c'est un peu à la bonne volonté de la Convention de les inviter. Mais encore plus inédit et encore plus nouveau, on va nommer 2 champions. Ah, il y a 2 champions qui vont être nommés pour 2 ans par les présidences successives d'ici à 2020. Donc là, ça va être un champion nommé par la France, un champion nommé par le Maroc, et qui vont essayer de coordonner avec le secrétariat, avec les acteurs non étatiques, avec tous ces groupes de travail, des événements. Il y aura des événements de haut niveau, si possible avec des chefs d'État sans doute, tous les ans pour dire voilà où on en est, voilà les résumés de ce qui marche bien, de ce qui marche pas bien, voilà ce qu'a fait tel pays, il faudrait peut-être s'en inspirer, etc. Voilà ce que les entreprises proposent, voilà les initiatives de coopération entre entreprises. Donc un espèce de fourre-tout, mais en même temps passionnant, où tous les ans, tous les acteurs, avec les États, essaieront d'avancer et de créer en quelque sorte un système un peu transformatif. Donc ça, c'est tout à fait passionnant et c'est quelque chose qu'il faut absolument illustrer, qui est complètement neuf. Voilà. Donc, si vous voulez, pour être très clair, cet accord de Paris, l'accord multilatéral à partir de 2020, il y a une obligation de moyens. Donc, il faut que chaque pays ait un programme, l'applique, etc., suive un certain nombre de règles. Mais le résultat lui-même, ce qu'il y a dans ces INDC, ça, on espère qu'on arrivera en améliorant progressivement avec l'apparition de nouvelles techniques. On espère qu'on arrivera au 1,5 degré ou au 2 degrés, mais pas, ça, c'est pas contraignant pour le coup. C'est une espérance, c'est une volonté de la communauté internationale. Ça donne un signal. Voilà, maintenant tout le monde sait que c'est ce que veut la communauté internationale. Est-ce qu'elle s'est complètement donné les moyens? Ça veut dire vraisemblablement que beaucoup de choses se font à côté. Comme d'habitude, beaucoup de choses ont été faites, notamment grâce au sommet de Ban Ki-moon avec les entreprises et autres. Ça s'est fait en dehors de la négociation, ça a nourri la négociation. Et c'est ce double processus, à la fois dans la négo et à côté, qu'il faut évidemment continuer. Moi, je m'arrête là. Merci, Brice Lalonde. Alors, comme vous le disiez, l'engagement des organisations est une nouveauté dans l'accord de Paris. On a obtenu l'accord, ce qui était un des objectifs. Le deuxième, c'est donc de mobiliser ces organisations dans sa mise en œuvre. Donc, pour pouvoir approfondir ce point, donc on va se centrer principalement sur l'engagement des entreprises. Donc, Lila Karbassi, donc, qui est, comme je l'indiquais tout à l'heure, la directrice environnement et climat du Global Compact des Nations Unies, va donc nous présenter un petit peu le bilan de l'engagement des entreprises et puis surtout essayer de percevoir comment l'accord va impacter les activités des entreprises. Tout d'abord, bonne année à tous, meilleurs vœux pour l'année 2016. Et en effet, on a commencé 2016 avec le sentiment d'une année 2015 bien accomplie. En septembre, d'abord l'adoption des objectifs de développement durable et puis ensuite, évidemment, l'accord de Paris sur le climat en décembre. Et dans ces 2 processus de l'ONU, le Global Compact a été très heureux de jouer un rôle central dans la mobilisation des entreprises. Pour la COP en particulier, beaucoup des entreprises, je pense, qui sont sur ce webinaire étaient présents. Nous avons organisé en soutien de la présidence française l'événement officiel des entreprises à travers l'initiative Caring for Climate. Et c'était, comme ça a été mentionné, pour la première fois, un processus officiel qui permettait d'impliquer les entreprises, les efforts des entreprises dans l'accord ou dans le résultat final de la COP. Donc ce processus était appelé LPAA, Lima Paris Action Agenda, ou l'agenda des solutions. Donc en ce qui concerne la partie business de cette séquence, on avait organisé pendant la 2e semaine la réunion officielle du business avec 400 participants en présence du secrétaire général de l'ONU, le secrétaire d'État américain John Kerry et la ministre de l'écologie Ségolène Royal. Donc, en ce qui nous concerne, pour tirer un bilan de ce qui a été accompli à Paris par rapport au secteur privé, je dirais 3 conclusions. La première conclusion, il y a une mobilisation sans précédent des entreprises. Il y a une mobilisation des entreprises, aussi bien en termes de nombre d'entreprises qui se sont engagées qu'en termes d'ambition annoncée. Par exemple, sur les investissements bas carbone,
les réductions de CO2, les déploiements de nouvelles technologies. Et sans aucun doute, cette mobilisation a participé au succès de l'accord de Paris. Donc il y a eu, notamment sur la plateforme Nazca, 2000 engagements d'entreprises qui ont été répertoriés. Un certain nombre de ces entreprises ont fait leurs annonces, des annonces très fortes. Par exemple, je pense aux déclarations de Google, Acciona, Allianz, State Grid Corporation of China, Schneider, etc. Enfin, 2000 entreprises qui se sont engagées avec des nouveaux commitments sur le climat. Dans le texte de l'accord de Paris, paragraphe 5, cette présence marquée du secteur privé a été reconnue et le texte appelle les États à continuer à soutenir cette mobilisation en mettant en place des politiques nationales favorables et notamment par la tarification du carbone. Deuxième conclusion, des initiatives collaboratives d'entreprises se sont mises en place, notamment dans l'événement business de la séquence Lima Paris Action Agenda. 7 nouvelles initiatives ou coalitions d'entreprises sur le climat ont été présentées. 2 exemples. 75 entreprises à travers le monde se sont engagées à adopter un prix interne du carbone, au prix du carbone, les difficultés qui peuvent être rencontrées, les bénéfices d'un prix fort du carbone, le soutien que les gouvernements peuvent apporter et le futur des marchés carbone. Donc, il y a eu une vraie richesse des dialogues, des échanges sur ce point important qui a été repris notamment dans le texte. Deuxième exemple d'initiative, 115 entreprises se sont engagées dans une initiative qui s'appelle Science-Based Emissions Target, qui consiste à aligner les objectifs de réduction des émissions avec le niveau de décarbonisation qui est requis pour limiter l'augmentation de la température globale de moins de 2 degrés. Donc voilà, 2 exemples parmi les 7 coalitions d'entreprises qui ont été présentées pendant la COP. S'engager dans ces initiatives-là a été un vrai challenge pour les entreprises et toutes celles qui ont eu le courage d'être leaders et de s'engager déjà ont lancé un appel pour inviter d'autres acteurs à rejoindre le mouvement. Troisième conclusion, de notre point de vue, l'accord de Paris envoie un signal très fort pour une transition vers une économie bas carbone. Et le fait qu'il y ait un consensus politique sur le climat va renforcer le marché bas carbone, ça va aider à récompenser les entreprises leaders qui sont déjà engagées et ça va aider à stimuler les engagements d'un plus grand nombre d'entreprises. Il y a des analyses déjà qui sortent, qui sont publiées, notamment je viens de voir aujourd'hui un rapport de Oxford Analytica sur le fait que la COP21 va booster les investissements dans les énergies vertes au niveau global. Et donc, on prédit que le succès de l'accord va permettre plus de prédictabilité des investissements, ça va permettre de débloquer des capitaux et de donner un élan pour qu'on arrive petit à petit à une participation dans l'idéal de 100% des gouvernements et des entreprises. Et comme ça a été mentionné, évidemment, il y a un gap, il y a un écart entre ce que les INDCs peuvent atteindre en termes de la trajectoire de 2 degrés et ce qui est nécessaire. Et l'action des entreprises peut venir ici compléter cet écart et on va prendre toutes les mesures pour essayer de comprendre dans quelle mesure les entreprises peuvent venir combler cet écart. Donc voilà, selon nous, ces 3 conclusions, mobilisation sans précédent, des initiatives collaboratives et un signal fort vers une transition bas carbone. En termes de perspectives pour les entreprises après la COP, en ce qui concerne le Global Compact, le thème phare pour le Global Compact dans l'année 2016 sera les objectifs du développement durable, les ODD. Le board du Global Compact se réunit en ce moment même, aujourd'hui et demain à New York, pour définir une nouvelle stratégie pour 2016 et pour la période 2017-2020 en soutien des SDGs, des ODD. Le prochain sommet du Global Compact aura lieu le 22-23 juin à New York, avec comme objectif de faire un point sur les ODD et aussi de revenir, de faire un premier suivi sur les engagements
qui ont été pris par le business pendant la COP. Donc 6 mois après la COP, faire un premier point. Et tout au long de l'année 2016, à travers Caring for Climate, on va essayer de renforcer les initiatives qui ont été annoncées et d'intégrer ce travail dans les objectifs des ODD. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a invité tous les chefs d'État à venir signer l'accord de Paris le 22 avril à New York. On attend 55 chefs d'État, notamment les présidents américains et chinois. Et donc, il faut 55 chefs d'État pour que l'accord puisse rentrer en vigueur. Donc, on espère aussi que certaines entreprises leaders pourront participer à cet événement et on sera en contact notamment avec les entreprises françaises pour les inviter à participer. Autre événement important pour le Global Compact cette année, pendant l'Assemblée générale en septembre, on organisera encore une fois le Private Sector Forum, donc une rencontre entre chefs d'entreprise et chefs d'État. Et ça sera aussi l'occasion, quelques mois avant la COP22 au Maroc, de faire un point sur les avancées du secteur privé en matière de climat. En ce qui concerne l'agenda des solutions, le Lima Paris Action Agenda, pour l'instant, des discussions sont en cours pour définir ce qui va se passer avec cet agenda des solutions. La participation des Marocains notamment, qui commencent à s'impliquer dans le processus en prévision de leur présidence bientôt. Et de notre côté, Global Compact, Caring for Climate, on est déjà tout à fait prêt à jouer un rôle dans ce suivi, renforcer les engagements qui ont été pris et aider la France et le Maroc à faire un suivi de ce LPA, l'agenda des solutions. Donc pour terminer, je voudrais remercier vivement le Global Compact France pour tous les efforts qui ont été menés pendant la COP. Et je pense que toutes les entreprises françaises, tous ceux qui sont présents aujourd'hui peuvent être vraiment fiers d'avoir accompagné un succès, le succès pour un accord historique à Paris qui restera pour plusieurs années à venir. Et on a été très honorés, Global Compact, de jouer un rôle dans cette COP également. Merci à tous. Merci Lila. Alors, l'objectif de ce webinaire était double. Premièrement, vous offrir un éclairage sur l'accord qui nous a été présenté par Brice Lalonde et également sur l'implication que peut avoir l'accord sur vos entreprises ou plus largement sur vos organisations. Un troisième objectif, c'était de vous donner la parole, donc d'avoir un échange. Il y a une main levée de Marie-Louise Cassade. Ravie d'avoir entendu cette conférence. Donc, pour ma part, j'ai éventuellement une interrogation à vous faire. Est-ce que la corrélation entre INDC et plan climat va être vraiment bien faite dans ces 4 années avant 2020, et notamment parce que, en fait, les INDC, c'est a priori quelque chose qui devrait être structuré en amas et NAPA tel qu'on l'a défini depuis Copenhague. Oui, alors, ça c'est Brice qui vous répond pour ce que je sais. D'abord, l'INDC pour la France, c'est l'Europe. Hein. C'est donc l'Europe qui a déposé l'INDC au nom de l'ensemble des États membres et c'est une des possibilités offertes par l'accord de Paris et par les accords précédents. Et donc, c'est aux nations elles-mêmes de vérifier qu'il y a un accord entre les différents plans climat nationaux et l'INDC européen. Je pense que de toute manière, cela va se faire. En ce qui concerne les plans nationaux pour l'adaptation, oui, enfin, le mandat qui est demandé au groupe de travail sur l'accord de Paris, qui est le groupe de travail qui a été créé, c'est précisément de travailler à l'adéquation, à la mise en relation de l'ensemble de ces documents, que ce soit l'adaptation, que ce soit les bilans. Vous savez, les pays doivent transmettre au secrétariat le tonnage de leurs émissions, à la fois en matière de déforestation, en matière d'envoi de gaz carbonique, de méthane et autres. Donc, il va y avoir une espèce de standardisation de l'ensemble de ces documents. Alors, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ce que je peux ajouter éventuellement, c'est que dans l'accord de Paris, il y a un effort pour aider les pays en développement précisément à remplir leur devoir de transparence et de communication. Donc il y a même
tout un chapitre sur ce qu'on appelle le capacity building, le renforcement des capacités, pour aider notamment les pays en développement à faire leur communication régulièrement, à calculer eux-mêmes leurs émissions, etc. Parce qu'il y a pas mal de pays qui n'ont pas qui ne sont pas à jour de leur communication en matière d'émissions. Donc, une partie de l'aide des pays développés vers les pays en développement se fait sous la forme de renforcement des capacités, de formation, etc. Alors, je vais passer la parole à Catherine Athènes. Oui, bonsoir. Ma question est la suivante. Quand on a eu le cumul des intentions de tous les pays, on a vu qu'on n'arrivait pas au fameux 2 degrés. Donc, ça veut dire quelque part que les INDC, ça doit être des plans d'action qui doivent être largement bien plus ambitieux en fait que les intentions de départ, et comment on va arriver à combler cet écart en fait, et qu'est-ce qui est prévu dans l'accord pour combler l'écart entre les ambitions, enfin les premiers documents qui sont arrivés jusqu'à je sais plus, octobre, et puis le 2 degrés qu'on cherche à atteindre. Ce qui est prévu, c'est le renforcement de ces plans tous les 5 ans. Il y a un effet cliquet, c'est-à-dire que les États qui ont déposé leur INDC, qui ont une certaine ambition, sans doute insuffisante, en tous les cas n'ont pas le droit, selon l'accord, de réduire cette ambition, de réduire leur ambition par rapport à ce qu'ils ont déposé. Ils n'ont que le droit de renforcer l'ambition. Bon, en tous les cas, ça c'est le mécanisme prévu. Et par ailleurs, il y a ce groupe d'experts qui sans cesse va rappeler aux États, voilà, nous n'y sommes pas encore. Et il est même prévu que dans ces bilans, il y a des bilans qui sont faits régulièrement, des résumés pour les politiques, et il va y avoir en 2018, donc avant que l'accord entre en vigueur, il va y avoir un premier dialogue entre tous les pays sur justement les INDC et sur la situation par rapport à ce que les scientifiques nous demandent. Et il y a une relation assez forte avec les scientifiques du GIEC, puisqu'on demande au GIEC, et si nous devions aller à 1,5 degré, qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de gigatonnes? Donc il y a quand même pas mal de garde-fous, de glissières en quelque sorte, pour guider l'action des États. Alors évidemment, est-ce que ça va suffire? Peut-être pas, mais il y a quand même beaucoup plus d'efforts qu'avant, notamment de brainstorming, de discussions sur systématiquement sur les techniques, sur les politiques, avec l'idée, on va essayer de sélectionner toujours ce qui est réplicable et ce qu'on peut mettre à l'échelle. Là, peut-être souhaitez-vous réagir également? Oui, merci. Je pense qu'il y a une vraie opportunité pour les entreprises de jouer un rôle de façon volontaire en complément de ce qui est déjà pris en compte par chaque État qui dans leur INDC, tous les États dans leur INDC ont déjà inclus ce que leur industrie peut faire, peut contribuer. Mais au-delà de ça, toutes les entreprises qui vont venir rajouter des engagements de façon volontaire vont vraiment se positionner comme leader des marchés de demain. Donc il y a une vraie opportunité ici. Un mois avant la COP, donc le cumul des intentions des INDC a été analysé. Donc entre 2,7 et 3 degrés selon ce qui est dit. Ça dépend notamment de la trajectoire, de l'hypothèse qui est prise pour la trajectoire 5 ans après ce qui a été annoncé dans les INDCs. Donc, si les INDCs s'améliorent ou restent au même niveau que ce qui a été annoncé en décembre, ce qui est maintenant obligatoire, on arrivera à une trajectoire de 2,7. Donc, c'est dans cette hypothèse-là. Si en revanche les INDCs ne sont pas atteints ou donc il y a des résultats moins ambitieux qui sont obtenus, à ce moment-là on sera sur une trajectoire de 3 degrés. Donc évidemment, comme Brice l'a mentionné, le fait qu'il y ait une revue des INDCs tous les 5 ans va permettre de combler ce gap. Mais je pense que le rôle des entreprises et surtout des investisseurs va être vraiment clé pour permettre d'arriver aux 2 degrés et si possible 1,5.
J'ajoute que l'accord demande aux différents États, outre l'INDC, le programme national, de donner, si possible, des éléments de leur stratégie à long terme. Je pensais que peut-être on pouvait parler justement des actions que Global Compact France envisageait pour 2016, notamment dans cette collaboration État-entreprise. Jean-Pierre Cordier, souhaitez-vous répondre à cette question? Eh bien, comme vous le savez sans doute, en 2015, le Global Compact, avec Entreprises pour l'environnement, le Global Compact France, a organisé un grand événement qu'on a appelé Business and Climate Summit, qui a eu lieu à l'UNESCO et qui a rassemblé environ 2000 personnes, beaucoup de chefs d'entreprises internationaux, avec la présence partielle de François Hollande, de Laurent Fabius et de Ségolène Royal. Donc, nous allons essayer de continuer dans cette voie en participant, cette fois-ci moins directement, mais à une deuxième édition de ce Business and Climate Summit, mais qui ne se tiendra sans doute pas à Paris. Alors là, je passe la parole à Brice. Ça se tiendra à Londres fin juin parce qu'il était prévu dès le départ. Ce Business and Climate Summit est une coalition de tous les réseaux d'entreprises, pas simplement le Global Compact et EPE, mais le World Business Council, les organisations du Prince Charles, We Mean Business et d'autres, et toutes ces organisations et tous ces réseaux ont décidé que ça devait tourner d'une capitale à l'autre. Donc l'année prochaine, fin juin, ça sera à Londres. Mais alors, je sais que par ailleurs, il est convenu que nous essayons de travailler avec le Maroc et avec d'autres. Donc, tous les plans précis ne sont pas forcément pour l'instant écrits ou sur la table, mais les intentions y sont en tous les cas. Et on aura besoin de votre aide. C'était la grande action, je dirais, au niveau international. Et alors, pour revenir sur un domaine qui est plus français, nous avons créé cette année un club que nous avons appelé Club PME Climat, donc de manière à sensibiliser les PME et entreprises de taille intermédiaire à cette problématique, mais également voir avec elles quelles étaient les opportunités de business dans ce domaine de lutte contre le changement climatique. Alors c'est un club qui a très bien fonctionné et cette année nous allons essayer de le porter encore un peu plus loin en faisant un tour de France, en organisant des réunions dans divers secteurs. Pour l'instant, on a identifié 5 qui rassemblera essentiellement des PME pour discuter, échanger sur ce sujet-là, pour que chaque PME puisse bénéficier effectivement de l'expérience des autres. C'est assez enrichissant et de manière à bien voir ce qu'il est possible de faire dans ce domaine-là au niveau des PME françaises. Je peux me permettre d'ajouter un élément. Le Global Compact France a pour objectif de relayer également toutes les publications, les différents webinaires qui peuvent être organisés par New York. Lila Karbassi, qui dirige le programme de Caring for Climate, a fait référence tout à l'heure à différents programmes, notamment l'un qui est comment en fait définir vos objectifs et en accord avec les objectifs de 2 degrés. Donc il y a des guides qui sont publiés, donc nous on a pour projet de les traduire. Et puis également une autre chose qui a été citée, c'est de fixer un prix du carbone. Donc là pareil, il y a des ressources qui vous sont à disposition et le Global Compact France est là pour les relayer et vous les mettre à disposition. Merci. Alors, je vais passer la parole à Hélène Valade. Donc, voilà, vous avez désormais le micro. Bonjour et merci beaucoup pour ces éclairages. Alors moi, j'ai 2 questions. La première qui porte justement sur l'aspect prix du carbone, parce que on sent bien qu'on s'achemine quand même dans une conjoncture qui va être compliquée au regard de la baisse du prix du pétrole, de la baisse d'un certain nombre des matières premières, et que c'est justement le moment où il va falloir donner sans doute des signaux forts sur le prix du carbone. Alors moi, je souhaiterais savoir où en est l'initiative qui avait été introduite au moment des discussions juste avant
pari sur un club de pays avancés qui plancherait, qui prendrait des mesures pour mettre en place le prix du carbone. Ça, je ne sais pas du tout où ça en est, ça c'est ma première question. Et la seconde question sur le champion, quel est au fond son processus de désignation? Est-ce que ça c'est à la main de la France, mais qui exactement en France? François Hollande avait annoncé qu'il y aurait une initiative entre États qui voudrait fixer un prix du carbone. Malheureusement, je suis comme vous, Hélène, comme toi, Hélène, je ne sais pas où c'en est. Les champions, eux, ils sont nommés par la présidence. Donc, Laurent Fabius et Hakima El Haïté doivent nommer leurs champions, je pense, assez vite. Je suppose que c'est pas si simple de trouver un champion parce qu'il faut à la fois disons, il faut qu'il y ait sans doute un champion d'un pays développé et un champion d'un pays en développement. Il faut qu'il y ait sans doute une championne et un champion. Donc, je suppose que le Maroc et la France doivent consulter et consulter également les Nations Unies pour trouver un ancien chef d'État, un ancien Premier ministre, enfin quelqu'un de ce gabarit-là pour être le champion. Hélène, je me suis permis de couper le micro. Je repasse la parole à Lila. Est-ce que Lila, vous auriez une réaction sur ce club de pays et puis également sur ces champions? Alors, le club des pays, je pense que vous faites référence à l'initiative de la Banque mondiale, le CPLC, Carbon Pricing Leadership Coalition. Donc, il me semble que la Banque mondiale va faire un suivi assez rapidement, je crois même la semaine prochaine, avec toutes les entreprises qui s'étaient engagées là, dans cette initiative et tous les États qui en font partie, pour annoncer un plan de travail. Ils avaient déjà annoncé un plan de travail à la fin de l'année, mais il y aura quelques précisions qui vont être amenées. Et le Global Compact est un partenaire de cette coalition de la Banque mondiale à travers notre initiative sur le prix du carbone, particulièrement pour les entreprises. Donc, je n'ai pas vraiment le détail non plus de ce qui va être annoncé dans la coalition, mais je crois que il me semble que les points forts avaient déjà été publiés pendant la COP. Donc ça doit être disponible sur le site de la Banque mondiale. Sur les champions, je n'ai pas d'informations supplémentaires sur le processus de nomination ou les candidats qui pourraient être considérés pour le moment. Il faut quand même dire que le texte est le maximum de ce qui a pu être obtenu, comme tous ces genres de textes avec 190 États, et qu'il y a évidemment des États qui se sont fortement opposés à la référence à un prix du carbone. Donc le prix du carbone apparaît à un moment donné quand même comme étant dans le petit chapitre où l'accord célèbre les acteurs non étatiques, les parties prenantes non gouvernementales, et il dit simplement qu'on a besoin d'incitation et que le prix du carbone est une incitation. Donc ce n'est quand même pas encore assez satisfaisant. Donc il y a une espèce de manœuvre à la fois de la Banque mondiale et des États pour imposer, pour dire il faut en faire plus, il faut faire plus. Et donc le prix du carbone pour la Banque mondiale et d'autres, ça va être progressivement le raccordement de tous les marchés carbone existants. Ça va être un peu comme ça, ou ça va être un prix implicite analysé à partir des INDC. Hélène, est-ce que ces échanges répondaient à peu près à votre question? Oui, tout à fait. Alors, je vais me permettre. Alors, j'ai deux mains qui se sont levées. Je vais donc passer la parole à Mathieu Bardou. Je vous donne le micro. Voilà, vous l'avez. Et donc bonjour, Mathieu Bardou avec Ecofis. J'ai donc suivi avec intérêt les commentaires de Lila Carbassi sur l'augmentation des coalitions de la collaboration qui se fait entre les entreprises. J'aurais voulu savoir s'il était possible d'entendre un petit peu plus, donc notamment sur, j'ai cru comprendre qu'il y avait 7 coalitions en particulier qui valent le coup d'être notées. Donc si on pouvait un petit peu étendre la conversation là-dessus, j'ai notamment noté Science Based Targets et puis un mouvement sur le prix carbone dont on a parlé un petit peu plus. Mais donc ça c'est un domaine qui me semble très intéressant et je voudrais savoir notamment comment on peut envisager le développement de ces coalitions dans là ou les années à venir.
Merci. Merci Mathieu. Je pense que une grande partie du travail a déjà été lancée dans la mesure où les paramètres de ces coalitions ont été bien définis. Par exemple, il y a des critères bien précis sur l'initiative du prix du carbone. Il y a des méthodologies qui sont en place pour l'initiative Science Based Targets, avec un groupe de travail, le WWF, le Global Compact, le CDP, World Resources Institute, qui revoit toutes les intentions des 115 entreprises et qui permet de dire si ces intentions sont validées ou pas. En fait, dans les 115 entreprises qui ont annoncé leurs objectifs en fonction de Science-Based Target, il y en a finalement que 10 ou 15 qui ont déjà eu leurs objectifs validés. Les autres ne sont pas encore rentrés dans ce processus de validation et certaines des entreprises ont dû revoir leurs objectifs parce que ça ne rentrait pas dans le cadre, ce n'était pas suffisamment ambitieux par rapport aux critères de l'initiative. Donc il va y avoir tout un travail de validation de ce qui a été, de ce que les entreprises ont annoncé. Parmi les autres types d'initiatives, il y a une coalition d'entreprises sur l'engagement responsable en matière de politique publique sur le climat, avec également 115 entreprises qui s'engagent à suivre aussi une méthode qui avait été adoptée ou définie par le Global Compact avec de nombreux partenaires, une dizaine de partenaires. On a également un projet qui s'appelle Fiduciary Duty, où les entreprises s'engagent à mettre de façon publique leurs données sur le climat. Donc également ici, essayer de faire connaître ces initiatives. Donc notre objectif pour 2016 devrait être lancé, notamment par exemple en faisant un lien entre les investisseurs, les fonds de pension et les marchés de l'énergie, à titre d'exemple, d'autres initiatives à lancer, et puis renforcer celles qui ont été annoncées pendant la COP, en travaillant avec nos réseaux locaux, le Global Compact France, tous les autres local networks du Global Compact, avec tous les partenaires, et puis faire un travail de communication là-dessus et de suivi, de revue des engagements pour que tout ça soit fait avec une bonne rigueur. À la réunion du Global Compact, pendant la COP, il y a eu des discussions sur le prix du carbone et il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites, disons entre 30 et 50 $ la tonne en ce moment. Ça devrait être. Si vous souhaitez poser encore une question, vous pouvez. Si vous n'en avez pas, dans ce cas, nous allons conclure le webinaire. La conclusion, je dirais, elle est assez facile à tirer. Nous sommes au début d'un processus qui a l'air d'être bien parti, mais nous n'en sommes qu'au début. Et il ne faut pas sous-estimer les problèmes qui vont se poser. Problèmes effectivement de pragmatisme et d'efficacité. Comme l'a souligné Brice, tout ce genre de démarche peut facilement tomber dans un espèce de chaos administratif, ce qu'on appelle en anglais le red tape, et il faut bien veiller à ce que ça ne se fasse pas. Ensuite, il y a beaucoup de bonne volonté, mais il y a également beaucoup d'intérêts divergents. Donc, ces intérêts divergents, il faudra que petit à petit, ils convergent vers des solutions communes, puisque là, il s'agit effectivement d'un problème qui n'est pas le problème d'un État ou d'une entreprise, mais qui est un problème qui concerne toute la planète et toute l'humanité. Donc, c'est bien, c'est un bon point de départ. Je pense que c'est un point de départ qui devait être atteint. C'est un moment qu'on peut peut-être baptiser un peu pompeusement de fondateur, mais en gros, tout le travail reste à faire. J'ai relu
par curiosité ou par obligation, la Convention cadre de 1992, et il y a beaucoup de dispositions qui y étaient déjà. Donc, ça veut dire que c'est quand même très long. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Kyoto est effacé. Kyoto, c'était, il y a uniquement les pays développés du XXe siècle qui ont quelque chose à faire, les autres rien. Là, c'est fini. Tout le monde est d'accord pour faire quelque chose. Mais quand on regarde la Convention de 92, la grande convention cadre sur le changement climatique, il y a écrit shall, devrait, doivent. Les pays doivent. Ils doivent déjà faire un programme, ils doivent déjà communiquer. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est beaucoup plus précis maintenant. Maintenant, c'est très précis. C'est précis, il y a des chiffres, des obligations, etc. Le mandat est donné. Et donc, maintenant, comme les chefs d'État étaient là, allez, c'est parti, quoi. La mécanique est réellement partie. Voilà ce que je pense. Mais ce que je pense aussi, c'est que le plus bel accord multilatéral du monde ne peut donner que ce qu'un accord multilatéral peut donner. Et l'essentiel du travail va se faire à côté, avec les citoyens, les villes, les entreprises, qui vont aller plus vite, hein, et qui vont en quelque sorte forcer l'accord multilatéral à s'améliorer. La mécanique est vraiment partie. Lila, vous partagez cet avis pour les entreprises, me semble-t-il. Vous avez un dernier mot également de conclusion? Non, je partage tout à fait cet avis. Je pense que c'est l'accord de Paris, c'est un nouveau départ. Pour la Convention cadre de l'ONU, pour l'ONU en général, pour les entreprises qui ont été leaders sur ce sujet pendant plusieurs années et qui n'ont pas mené ce sujet depuis Copenhague dans les années difficiles. Et 2016 va certainement être une année de transition, une année très intéressante. Et je pense que, en tout cas pour tous ceux qui ont travaillé là-dessus depuis plusieurs années, c'est vraiment un grand plaisir de voir que les choses vont se concrétiser petit à petit et on est très très curieux et intéressé de savoir ce qui va se passer dans les années à venir. Bien, merci à tous pour votre participation. Avant de partir, on vous invite à un petit jeu. C'est simplement en fait un sondage en ligne. Donc vous allez avoir une image qui va s'afficher. Donc on vous invite à répondre. Et puis on vous souhaite à tous une très bonne journée. On vous remercie de votre participation.